On peut tout reprocher à des parents, mais pas le fait d'avoir voulu des enfants. Étant moi-même maman, je trouve qu'il est naturel de devenir parent lorsqu'on s'en sent prêt. J'ai entendu hier des adoptés qui parlaient du trafic d'enfants dans l'adoption internationale. Et ça m'a fait un peu mal au cœur de les voir incriminer leurs propres parents adoptifs. Je pense que les parents adoptifs sont victimes tout autant que les enfants adoptés et que cela ne mène à rien de bon de monter les uns contre les autres. Au contraire, si on veut enrayer un jour sérieusement le problème de la traite d'enfants, pas seulement dans l'adoption internationale, mais aussi dans d'autres secteurs, les parents adoptifs et les enfants adoptés doivent parler d'une seule voix contre ce fléau. Mes recherches sur le sujet démontrent que si la protection de l'enfance est aujourd'hui aussi corrompue, c'est qu'il y a eu dans le passé tout un système qui s'est mis en place pour pousser de nombreuses familles à sauver des enfants venus de l'autre bout du monde. Moi-même, lorsque l'envie de devenir maman m'a traversé l'esprit, je me suis demandé, n'est-ce pas un peu égoïsme de ma part de vouloir à tout prix un enfant à moi, alors qu'il y en a tant qui attendent des parents sur Terre? Si je n'avais pas fait mes propres recherches sur le sujet, je me serais peut-être moi aussi tournée vers un de ces organismes humanitaires qui m'offrait la possibilité de devenir parent tout en sauvant un enfant. Et il n'y a rien de répréhensible à cela. Il ne faut pas confondre maltraitance au sein d'une famille, ce qui est malheureusement le cas de nombreux enfants adoptés, avec le trafic d'êtres humains. L'adoption internationale est à la base une mesure de protection de l'enfance globale née au temps des guerres modernes. Et comme nous l'avons vu, cette mesure a été pervertie par plusieurs décennies de dictature qui drainaient des idéologies hygiénistes et transhumanistes. Ces idéologies existent toujours et il faut les combattre avec fermeté. Mais impliquer les parents adoptifs dans cette ignominie, c'est se détourner du vrai problème. Le trafic d'enfants fait partie du trafic humain, qui inclut des crimes contre l'humanité horribles, comme l'esclavage, la pédocriminalité, les expériences biologiques, etc. On ne peut pas inclure les candidats de l'adoption dans cette catégorie. En revanche, je suis d'accord pour dire que les États ont leur part de responsabilité. Aussi bien ceux des pays qui ont fourni des enfants sans cadre légal, comme c'est le cas de la Corée d'ailleurs, et aussi des pays adoptants qui ont préféré fermer les yeux sur les dysfonctionnements de leur système de protection de l'enfance, qu'ils soient internes ou externes. Enfin, n'oublions pas que la guerre a toujours été très lucratif pour les trafiquants humains. Et aujourd'hui, c'est un commerce qui rapporte plus que la drogue. Il faut donc, selon moi, d'abord commencer à étudier le problème par ce bout-là. Et c'est là que j'en reviens à ma thèse. La dernière fois, j'avais parlé dans mon chapitre 5, mais en fait c'était plutôt le 6, de l'ouverture de la Corée vers l'Occident et de l'arrivée des premiers missionnaires qui ont fondé des églises, des orphelinats pour recueillir des enfants, les nourrir, les éduquer. Il n'était pas question d'adoption à cette époque.
Donc aujourd'hui, nous allons voir comment la guerre de Corée a apporté un nouveau rôle aux orphelinats coréens. Avant de commencer, je vous laisse regarder ces quelques archives françaises que j'ai rassemblées il y a très longtemps et qui datent de l'époque de la colonisation japonaise, c'est-à-dire entre 1910 et 1945, et aussi pendant la guerre de Corée. Je vous laisse donc faire votre propre opinion et on se retrouve après.
plus remarquable des beautés naturelles de Chosen et ses pics rugueux, bien dignes de mettre à l'épreuve l'adresse des alpinistes. Réussite parfaite et qu'on rencontre trop rarement ailleurs de la collaboration de l'homme avec la nature. Dans ce pays, l'œuvre de l'homme et le décor naturel se complètent harmonieusement. Les monuments de l'antique Chosen sont demeurés jusqu'à nos jours en parfaite condition, comme ici à Keishu, l'ancienne capitale. Au centre de cette vue, vous remarquerez une ouverture. C'est l'entrée d'une grotte située près de la ville, dans laquelle les chefs-d'œuvre de la vieille statuaire coréenne se sont conservés intacts au cours des siècles. Partout dans les campagnes où coulent rivières, ruisseaux ou ruisselets, on voit les Coréennes occupées à laver leur linge. La propreté vestimentaire est dans ce pays une vertu cardinale. Voyez cette jolie fille qui nous sourit. N'est-ce pas la simplicité et la grâce même? Arrêtons-nous ici un instant pour observer ces jeunes écolières à leurs exercices de gymnastique. Dans cette ambiance riante et saine, elles croissent librement, pleines de vie. C'est l'habitude de porter droit sur la tête leur fardeau de linge, comme ces femmes que vous voyez passer, qui donnent aux Coréennes ce port ferme et gracieux. Fraises et branchettes de pain suspendues au-dessus de la porte annoncent la naissance d'une petite fille. Fraises et piment, c'est un enfant mâle qui est venu au monde, matière à bien plus grande réjouissance. C'est du moins la vie des hommes. Ce vénérable vieillard nous dit que pour n'avoir pas plus d'une douzaine de fils, il ne se juge tout de même pas trop défavorisé. Comment en Chosen, on donne au linge un brillant délicat, avec un foulon, un tajin. Le clac-clac rythmique s'en entend souvent tard dans le calme des nuits. Tandis que les femmes s'affairent à la maison, les hommes travaillent au champ. L'ingéniosité, la patience et l'adresse du paysan coréen s'expriment dans le soin minutieux avec lequel sont cultivées les terres. Et voici des rizières qui promettent une fameuse récolte. Le train que vous voyez passer est le rapide de Pékin via Manchukuo. Carte d'ensemble indiquant les voies ferrées, les voies aériennes, maritimes et les principales villes. La Keijo, capitale de Chosen, Orient et Occident sont à l'unisson.
derrière ces collines boisées, s'abrite le temple coréen où le peuple va révérer les esprits de la déesse du soleil et du grand empereur Meiji. C'est par milliers que les pèlerins gravissent chaque jour les 384 marches qui conduisent au sanctuaire. Où descendrons-nous? Les bons hôtels ne manquent pas à Keijo. Voici l'hôtel de Chosen et derrière lui, l'hôtel Honto. Dans la cour du premier nommé, nous trouvons cette intéressante relique du passé. Voyons ce que peut bien lire cette gracieuse jeune fille. C'est l'histoire de Chosen, une courte histoire d'une quarantaine de siècles. À Jeju se trouve le palais du gouverneur général de Chosen, des consulats de divers pays, une université impériale, des écoles de droit, de commerce, du génie civil, de médecine et de grandes sociétés industrielles et commerciales. Voici, mesdames, un excellent exercice pour conserver votre ligne, et dont quelques hommes pourraient aussi faire leur profit. Et ne croyez pas que ce soit si simple, essayez plutôt. Le divertissement esthétique du tir à l'arc. En prenant de fortes hausses, ces archers mettent dans la cible à 200 mètres. Faisons maintenant visite à la demeure d'un riche coréen. Le jardin en est simple et la maison, voyez, sans ostentation, un seul étage. Dans la haute société coréenne, les femmes vivent strictement à l'écart. Exception n'a pu être faite en faveur de nos photographes pour l'accès au gynécée. Quelle bizarre senteur dans l'air par ici. Ah, c'est le parfum émanant de ces jarres où fermentent des pickles et dont les dimensions et le nombre témoignent de la richesse de leur propriétaire. Autre senteur, mais plus accueillante, c'est le délicieux arôme des mets coréens que préparent ces jeunes filles. Voilà au moins une pipe, une vraie, pas un brûle-gueule. Ces deux messieurs sont absorbés dans une partie d'un jeu indigène qui ressemble plus ou moins à nos échecs. Un agréable passe-temps s'est parti sur l'eau, surtout pour les gens d'âge. Les charmantes jeunes filles que vous voyez ici sont des chisa, très sérieuses, n'allez rien imaginer, et instruites dans les arts de la musique, du dessin, de la danse, de la calligraphie et belles manières. Écoutez, sur le calme de l'eau, ces accents d'une vieille ballade coréenne. Cette danse classique, nous dit
la très très vieille histoire d'une dame qui voulut détourner un prêtre de la droite voie. International franchit le Yalu et passe en Manchukuo. Au revoir donc, gracieuse Corée, et salut Manchukuo de la Nouvelle-Asie. Juillet 1952. Le Conseil mondial de la paix se réunit à Berlin. Ces hommes et ces femmes viennent de 60 pays. On peut les connaître, on peut ne pas les connaître. On peut être d'accord avec eux, on peut ne pas être d'accord. On ne peut pas rester indifférent à la raison qui les conduit ici. La menace d'une troisième guerre mondiale. Quelques jours auparavant, aux frontières de la Chine, les centrales électriques du Yalu étaient bombardées. À cet endroit du monde était un beau pays. Il s'appelait autrefois le pays du matin calme. Et aujourd'hui la Corée, ou plutôt ce qu'il en reste. Nuit et jour, les bombardiers font pleuvoir le feu. Un feu qui brûle tout. C'est le napalm. 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 Dans les ciels de Corée et de Chine, des avions solitaires lâchent des bombes qui ne font pas de bruit. C'est la guerre terrible à laquelle on voudrait ne pas croire. La guerre des microbes. La guerre des insectes. La guerre du choléra et de la peste. Guerre muette et sournoise qui menace l'humanité. Germe de mort qu'il faut détruire jusque sur les cadavres. Au camp de Kojedo, la répression contre les prisonniers a renforcé les craintes à l'égard d'une guerre qui ne finit pas, et qui pourtant pourrait finir si l'on renvoyait ces hommes chez eux. Au lieu de cela, la guerre totale. Guerre de la mort qui ne choisit plus ses victimes.
Pourquoi? Elle ne le sait pas. Ceux-là le savent-ils? Conscrits ou recrues, où iront-ils? En Corée? En Malaisie? Au Vietnam? Ou ailleurs? Il en faut toujours davantage. Le veulent-ils ainsi? Au Japon qu'on réarme, les portes des prisons s'ouvrent pour les criminels de guerre. Ceux-là savent pourquoi. Cadres de la nouvelle armée, comme ils furent naguère les cadres de l'armée impériale. Dans l'Allemagne qui réarme, les généraux nazis libérés reprennent du service. Cadres du nouvel Wehrmacht au sein de l'armée européenne. Ils savent aussi pourquoi. Ils ont fait leurs preuves. De quoi peut discuter l'état-major de l'armée européenne? Qu'est-ce qu'il prépare? Et si la nouvelle piste efface un village, le paysan devra partir, quitter sa maison, sa terre. Abandonner ses morts. Et dans les usines, l'acier incandescent se transforme en canon. Manœuvre dans les airs et sur mer. Manœuvre de débarquement. Et l'on offre en spectacle l'explosion d'une bombe atomique. Menace sourde des armes qui s'accumulent. L'inquiétude grandit. Les conséquences sont dures. Elles sont une gêne pour tous. Pour ceux qui ne peuvent plus acheter, pour ceux qui ne peuvent plus vendre. Des usines se ferment, le chômage grandit, la misère s'étend. Alors qu'il y a tant à faire pour vaincre les fléaux, pour soulager les détresses humaines. Des pays où les enfants ont faim, des pays où les enfants sont nus. Ça ne peut plus durer. Les hommes ne veulent plus vivre dans la gêne, dans la haine et dans la peur. L'inquiétude est partout. Et partout surgit le mot paix. Ce mot qui, dans toutes les langues, traduit la même volonté des peuples, les mêmes exigences de l'opinion publique. L'interdiction de la bombe atomique et des armes de destruction massive. La
signature d'un pacte de paix entre les 5 grandes puissances. L'immense désir de voir les différends internationaux se régler par la négociation et non plus par la force. Exigence exprimée ou recueillie par des initiatives qui viennent de partout. Exigence transmise au ministère, aux chancelleries, à l'Assemblée des Nations Unies. Exigence répétée sur tous les continents par les hommes et les femmes qui se rassemblent pour faire retentir leur volonté de paix. Par des foules qui veulent conserver ou acquérir le droit et la liberté de défendre la paix. Les peuples en ont assez. Ils veulent la fin des massacres, la fin de la guerre froide. Ils veulent que les gouvernements des grandes puissances se rencontrent et s'entendent, de New York et Moscou, de Londres, Pékin et Paris. Mais la paix ne vient pas comme une grâce. Elle ne vient pas comme la joie de ces enfants jouant au même jeu en Chine, en Allemagne ou aux États-Unis. Elle viendra de la volonté et de l'amitié de tous les peuples. Il est possible de s'entendre. Au Conseil mondial de la paix, ces hommes et ces femmes ont des patries différentes. Ils ont un mode de vie différent. Ils ont aussi des opinions différentes. Mais ils ont avant tout le souci de s'entendre. Ils ont discuté. Ils ont recherché les moyens de rencontre entre tous ceux qui veulent aussi la fin des guerres en cours, l'amélioration des conditions de vie, l'indépendance et la sécurité de tous les peuples. Et le Conseil mondial de la paix a lancé son appel pour que le 12 décembre à Vienne soit convoqué le Congrès des peuples pour la paix. Que ceux qui sont d'accord avec les textes veuillent bien l'exprimer en levant la main. La convocation du Congrès des peuples est décidée à l'unanimité. Le Congrès des peuples pour la paix doit être la rencontre des hommes de toutes tendances, des groupements ou associations de toutes nations, celle qui peut rendre l'espoir à l'humanité. Hommes et femmes de tout pays, ce congrès est votre affaire. Rencontrez-vous, discutez, recherchez des solutions. Désignez vos représentants.
exprimez votre volonté. Là où les diplomates n'aboutissent pas, les peuples doivent réussir. Il s'agit de choses simples. Il s'agit de ce qui est vrai à Prague et vrai à New York. Il s'agit de ce qui ne peut plus durer. Il s'agit de ce qui est l'avenir dans tous les pays, de la vie.